Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité avec vous en direct sur Sud Radio avec aujourd'hui Joseph Taillefer. Bonjour, vous êtes auteur, conférencier et secrétaire général de Plastalliance et vous avez publié un livre sur le sujet, Halte au plastique bashing, c'est ça, Plastic bashing, l'intox, voilà, que je conseille. Très bonne lecture. Théo Hamsaadi, délégué national des Jeunes Républicains. Bonjour à vous. Jean-Claude Beaujour, avocat président du Forum Transatlantique. Vous partez bientôt aux États-Unis. Demain, pour aller suivre les élections américaines. On vous retrouvera sur Sud Radio. J'aurai plaisir à vous retrouver, à participer à distance et commenter et analyser ce qui nous attend. On va en parler d'ailleurs. On est à J-7, oui. C'est ça, de cette dans une semaine, on aura une première. En principe, on devrait avoir une première tendance mercredi dans une semaine. Absolument. Et Régis de Castelnau. Bonjour Régis, vous êtes avocat. Bonjour Valérie, bonjour à tous. On vous retrouve sur votre blog Vue du droit. Vous avez publié une justice politique aux éditions L'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Donc on va parler de ces élections américaines. On va parler peut-être du voyage d'Emmanuel Macron au Maroc, encore et toujours. Gabriel Attal et Elisabeth Borne en ticket pour prendre la tête de Renaissance. Le parti peut-il survivre à Macron? On a appris ce matin qu'Elisabeth Borne avait abandonné la quête de la tête de cette alliance. Et puis Emmanuel Macron qui est au plus bas dans les sondages, 17% ce matin. C'est le Figaro qui nous l'annonce. Et le hijab dans le sport avec l'ONU qui dénonce son interdiction en France. Beaucoup de sujets avec vous ce matin. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Joseph, on va commencer avec vous. C'est un coup de cœur? Tout à fait, c'est un coup de cœur. C'était pour l'organisation en France du premier colloque international sur la guerre économique en temps de paix qui a eu lieu samedi dernier au Sénat. C'était vraiment une première mondiale. Alors ça n'a pas été très très médiatisé, mais en l'occurrence il y avait quand même du très beau monde. Et c'est quand même un colloque dans lequel vous avez quand même des personnalités étrangères, françaises, qui viennent justement échanger et mettre en lumière, on va dire, les stratégies aujourd'hui de guerre économique qui sont en cours. Souvent, on parle de complotisme quand on parle de ce genre de choses, mais en fait, c'est une vraie réalité. Il y a vraiment, on va dire, des moyens de pression et d'influence pour se faire. Et ça a été l'occasion, effectivement, j'étais présent effectivement en tant que grand témoin, de pouvoir aussi partager la guerre économique qui est en cours également contre l'industrie plastique française. Donc c'était vraiment un grand coup de cœur. Mais est-ce que c'est pas un machin de plus? Est-ce que c'est vraiment, ça sert à quelque chose, ces conférences, ces réunions? Est-ce qu'il en sort quelque chose? Alors, il en sort beaucoup de choses. Effectivement, le contenu était extrêmement intéressant. Maintenant, la problématique, et ça a été organisé par l'école de guerre économique, qui est quand même la meilleure école de formation en France sur la guerre économique, fondé par Christian Arbulot. Et Christian Arbulot, d'ailleurs, il disait on produit beaucoup de connaissances, on produit beaucoup d'éléments, mais les chefs d'entreprise, ou en tous les cas certains chefs d'entreprise, et le CAC 40 parfois, on va dire, n'ont pas forcément conscience des notions de guerre économique. On est surtout beaucoup sur le côté sécurité économique, ça veut dire lutter contre le cyberhacking ou des choses comme ça, mais les gens, on va dire, au niveau du business, n'ont pas conscience, on va dire, des stratégies, on va dire, qui sont menées. Et à cette occasion, d'ailleurs, il y avait John Perkins qui a d'ailleurs fait une intervention lors de ce colloque, celui qui a fait la confession d'un assassin économique, et qui en fait nous racontait vraiment très simplement qu'en fait son rôle était justement de pouvoir parfois détruire, parfois par pays interposé, des économies de certains pays pour pouvoir justement prendre des parts de marché. Donc il y a aujourd'hui une réalité, et je pense qu'en France, malheureusement, les politiques sont encore très naïfs, on va dire, sur ce sujet-là. Oui. Une réaction? Vous aviez suivi? Vous étiez au courant, Jean-Claude? Alors, moi, je n'étais pas au courant, mais vous posiez la question, Valérie, de savoir est-ce que ça sert à quelque chose. Au moins, ça donne de l'information. Parce que pour bâtir une politique sérieuse, il faut d'abord être informé, il faut d'abord avoir des éléments de sources différentes pour se faire une idée précise. Vous savez, trop souvent, en politique, on est en réaction et jamais en construction. Alors, je ne connaissais pas ce colloque, je connais bien l'école de guerre, et pour moi, l'un des défis que nous avons, puisque nous parlons souvent de politique interne, c'est qu'il faut s'imprégner des aspects de géopolitique, d'éléments d'extra
extranéité pour pouvoir bâtir nos propres politiques internes, pas simplement sur le plan économique, mais ça peut être aussi sur le plan social. Quand vous avez des démarches qui pourraient déconstruire, continuer à nous désindustrialiser, eh bien c'est vrai que derrière, ce sont des pertes d'emplois, ce sont des crises sociales, etc. Et on pourrait en parler pendant des heures. Donc je dis toujours, ça sert parce que ça donne de l'information. D'accord. Oui, alors, Théo. Oui, alors Théo. Oui, alors Régis, vous êtes plus loin, donc allons-y. Oui. C'est essentiel, c'est absolument essentiel. Effectivement, il faut qu'on finisse par progresser dans la culture de ce qu'est la guerre économique, avec quand même quelque chose qui est difficile à appréhender. C'est-à-dire que, nous avons notre chère concurrence libre et non faussée que nous impose l'Union européenne, et où ce sont les acteurs économiques qui sont les combattants, entre guillemets, et nous avons également les pays. Les pays ont des stratégies où l'État joue un rôle extrêmement important, et donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait essentiel. Alors on parle beaucoup de la guerre actuellement. Bon, il y en a une en Europe, il y en a une au Moyen-Orient. La guerre militaire s'entend, mais la guerre économique sous-tend absolument tous ces conflits. C'est ça qui fait de ce sujet un sujet absolument majeur, à mon avis. Oui, Théo. Oui, on a besoin de ces sources de réflexion. Il faut qu'on sorte de la naïveté, je pense. La France est un grand pays, elle doit redevenir une grande puissance et elle doit mener à tous ses ennemis économiquement une guerre économique sans merci si on lui en impose une. Et donc je pense qu'on a besoin justement de réfléchir, de se coordonner, parce qu'on doit sortir de la naïveté, on n'est pas n'importe quel pays, et à un moment donné, il va falloir redevenir une grande puissance et se donner l'ambition de redevenir une grande puissance. Et avec ça, on en aura les moyens. Et puis au-delà, pardonnez-moi, j'insiste pour vos auditeurs, parce qu'on pourrait se dire, c'est un truc d'intellectuel, c'est un truc entre généraux, entre grands capitaines d'industrie. Nous sommes directement impactés dans notre vie au quotidien par des influences, qu'elles soient étrangères ou internes. Et voilà, notre quotidien, c'est cela. On a souvent dit sur ce plateau, voilà, il y a la question migratoire. Mais la question migratoire est directement liée aux questions géopolitiques. Il y a le sujet sur le financement de nos retraites, sur le chômage, sur les quartiers. Tout cela est impacté par la géopolitique. Et si nous n'avons pas la connaissance, nous ne pouvons pas prévenir. On peut dire qu'on va envoyer X policiers pour essayer de réprimer, mais c'est déjà souvent trop tard, c'est limité, c'est donner du Doliprane, pardonnez-moi de la publicité, du Doliprane à une situation médicale très dramatique. Ça soulage, mais ça ne résout pas le problème. Alors Régis, vous, c'est un coup de cœur pour Anne Hidalgo, dingue. Mais Valérie, c'est une méchanceté. Je pensais à vous en le disant. On a appris que Anne Hidalgo allait quitter la mairie de Paris. Ah, chic, Champagne, Ruinart, Dom Pérignon. Malheureusement, elle s'en va à la fin de ce mandat en 2026. Moi, je pense que il y a un côté libératoire de ce départ. Je prends juste un petit exemple dont vous avez probablement parlé sur cette antenne. C'est la fameuse campagne contre les couteaux. Les couteaux, ça reste à la maison. Voilà, on lance ça en s'imaginant que ceux qui se promènent dans les rues de Paris, qui participent à des bagarres ou qui commettent des agressions, vont laisser les couteaux dans le tiroir. Bon, non, mais ça montre bien le niveau de cette municipalité. On avait vu à quel point. Je rappelle que Paris est la capitale de tous les Français. C'est pas la propriété particulière des habitants du 11e arrondissement qui ont réélu incontestablement en 2020, qui ont réélu Madame Hidalgo. Mais je veux dire, ces mandats ont été des catastrophes. Donc elle s'en va, tant mieux. Oui. Non, mais ça a été démenti. L'info a été démentie hier par la mairie de Paris. Donc je ne sais pas quelle est la réalité de cette information. Et puis en tout état de cause, je vais vous dire, il y a beaucoup de politiques qui disaient je ne me représenterai pas. Et puis à la fin, ils vous disaient le problème c'est que je n'ai pas de successeur, donc je me représente. Voilà. Je suis forcé par les événements. Je serai un peu plus prudente que vous, mon cher Régis. Oh là là, mais je ne suis plus parisien, moi. Je pense aux Français, parce que je trouve qu'il y a un vrai problème avec le passage du périphérique à 50 km/h. Ça ne me concerne plus, vous voyez. Mais le problème, c'est que cette confiscation de la capitale, le statut n'est plus acceptable. Ce statut qui confisque
ce qui appartient à tous les Français, qui est leur capitale. Ça me semble un mauvais système. Oui, mais je me suis retrouvée face à un sens unique en plein cœur de Paris. D'un seul coup, la rue du Faubourg Saint-Honoré devient en sens unique quand on est vers la place Vendôme. D'un seul coup, vous ne savez pas pourquoi, donc vous ne pouvez pas tourner à droite parce que vous êtes rue de Rivoli et vous vous retrouvez dans des embouteillages. Donc oui, la voiture, mais oui, le vélo, mais bon, c'est pas pour tout le monde. Ouais, je me retrouve totalement dans ce qui est dit. Moi, je viens du Sud-Ouest, je viens des Pyrénées, et Paris, c'est la capitale de tout le monde. C'est la mienne comme celle de tous les Français. J'espère juste que l'information est en réalité vraie, même si ça a été démenti. Non, ça a été démenti. Si jamais ça arrive, moi j'ai envie de dire alléluia, parce qu'on attend ça avec impatience, la libération de Paris. Parce qu'à un moment donné, Paris est magnifique, elle a détruit Paris, avec ce qu'on a vu sur le périph'. Le périph', il est francilien, il n'est pas parisien. Il y a eu un beau succès au niveau des Jeux Olympiques, ça faut le saluer. Et en fait, il faudrait que Paris soit les JO en permanence. Et malheureusement, je pense qu'Anne Hidalgo, il a moins bien placé pour accomplir cette mission-là. Donc vivement l'alternance à Paris, et pour qu'on puisse y retourner, et notamment aller au Champ de Mars en toute sécurité. Le mode de scrutin fait que elle est plutôt favorisée dans une élection, mais donc son entourage a démenti qu'elle partirait pour une fondation écologique propriété de Michael Bloomberg, le patron de Bloomberg TV. Fallait un peu le symbole de l'obsolescence déprogrammée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on veut la changer, mais on ne sait pas quand est-ce que ce sera le cas. Donc effectivement, en tous les cas, je suis ravi de savoir que si elle va à Bruxelles, ce ne sera pas pour aller à la Commission déjà. Donc déjà, c'est déjà une bonne nouvelle. Allez, on marque une pause. On marque une pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et je vous représente ceux qui débattent aujourd'hui autour de cette table. Joseph Taillefer, auteur, conférencier, secrétaire général de Place Alliance. Je rappelle votre livre Plastic Bashing, l'intox. Théo Hamsaadi, vous êtes délégué national des Jeunes Républicains. Régis de Castelnau, vous êtes avocat. On peut vous lire sur votre blog Vue du droit. On peut également vous lire dans un livre, Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Et vous êtes également membre de la rédaction de Front Populaire. Jean-Claude Beaujour, avocat et président du Forum transatlantique. On va parler des États-Unis avec vous, puisque nous sommes à J-7 avant l'élection américaine. Bien malin qui peut dire qui va l'emporter. On va en parler avec vous. On va revenir sur cette déclaration, cette remontrance de l'ONU. Alors c'est pas tout à fait l'ONU, c'est une poignée d'individus qui dénoncent l'interdiction du hijab en France. On va revenir aussi sur la popularité d'Emmanuel Macron qui n'a jamais été aussi basse, 17% de bonnes opinions pour le président de la République. Tous ces sujets avec vous dans un instant, puisqu'on continue notre tour de table de ce qui a retenu votre attention dans l'actualité. Théo, vous, ce qui a retenu votre attention, c'est François Hollande à l'Assemblée nationale, pour une fois qui retient notre attention. Oui. Non, moi j'ai été très déçu. De toute façon, je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. C'est-à-dire qu'en fait, il a pris une position. Là, il s'est exprimé récemment à l'Assemblée nationale. Déjà, il y allait pour une fois. Il a voté qu'une seule fois depuis le début de la mandature. Et en fait, moi, mon coup de gueule, il est sur sa place à l'Assemblée nationale. En fait, on dirait que quand il s'exprime, il n'a aucun bilan, qu'il n'a pas été chef de l'État, qu'il n'a pas été président de la République, qu'il n'a pas précipité le pays dans le chaos. Alors, il n'y a pas que lui, mais il a quand même vachement contribué. Et donc, mon coup de gueule, c'est ça. Et en fait, je trouve ça un peu culotté de venir à l'Assemblée nationale, faire comme si rien ne s'était passé. Et j'ai beaucoup apprécié, du coup, les remontrances qu'il a subies ensuite, notamment par Laurent Wauquiez. Alors, je crois qu'on a le son. On va écouter ce que lui a répondu Laurent Wauquiez. Monsieur Hollande, quand vous étiez président de la République, vous avez massacré les retraités. Vous avez reporté la revalorisation des retraites. Vous avez créé des contributions additionnelles. Vous avez fiscalisé la majoration pour les familles nombreuses. Et vous venez aujourd'hui, avec vos collègues du Nouveau Front Populaire, faire de grandes déclarations en soutien des retraités. Mais tout ceci n'est qu'hypocrisie, parce que tout le monde mesure très bien l'écart colossal qu'il y a entre les positions que vous défendez quand vous êtes dans l'opposition et la réalité de ce que vous faites quand vous étiez jadis au pouvoir. Ouais, c'est ce que vous disiez, oui, c'est ça. Il a tout dit, c'est de l'hypocrisie. Il n'a rien fait apparemment, il n'est coupable de rien, il a précipité le pays dans le chaos, en plus avec ses alliés insoumis maintenant. Je déteste cette façon de faire de la politique de toute façon, je déteste même la façon dont François Hollande fait de la politique, parce qu'en fait c'est s'appliquer des principes moraux, énoncer de grands principes moraux qui ne s'appliquent pas à lui-même.
C'est-à-dire qu'ensuite, demain, il va nous dire à quel point les filles détestables, mais pour autant, ils votent comme eux. Et voilà, c'était mon coup de gueule. Et de toute façon, François Hollande ne s'inscrira pas dans l'histoire parce que François Hollande, je pense, a déjà échoué à servir les Français et sa place n'est pas à l'Assemblée nationale au prochain mandat. Ouais, enfin, il n'est pas le seul. Hein. On voit quand on voit les. Non, mais j'entends ce que vous dites. Mais quand on voit les anciens ministres aussi, que ce soit même Gabriel Attal ou Gérald Darmanin qui disent il y a qu'à Faucon. C'est le bal de l'hypocrisie. Mais le Palais Bourbon est devenu le bal de l'hypocrisie. De toute façon, c'est regrettable. Joseph, j'émettrais quand même des réserves concernant le François Hollande et son passif ou on va dire son bilan. Il y a beaucoup de choses qu'on peut lui reprocher, mais d'un point de vue business, il faut quand même pas oublier que le CICE, c'est quand même lui. Il y a quand même des entreprises qui ont pu en bénéficier. La loi travail. Et certaines peut-être un peu trop. Peut-être, certainement. Donc, mais quand même, je veux dire, il y avait quand même une politique sur certains aspects qui étaient quand même pro-business. Vous avez la loi travail 1, c'est quand même lui qui a commencé à déverrouiller notamment la hiérarchie des normes. Vous avez eu le contrat de génération qui était quand même une idée intéressante. C'est quand même sous François Hollande que la première mesure, enfin que la réglementation sur justement les syndicats professionnels de salariés ou patronaux a été mise en place pour mettre justement des critères sur leur représentativité. Donc il y a quand même eu des choses qui ont été faites. On ne peut pas non plus dire que tout était mauvais. Maintenant, bien entendu, il y a aussi, on peut même en parler, parce que ça revient actuellement, c'est la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires que Nicolas Sarkozy avait mis et qu'il a supprimé. Et apparemment, ça pourrait revenir totalement aujourd'hui, je l'espère d'ailleurs. Mais effectivement, le côté absence, mais pas seulement pour lui, mais pour les autres, c'est pas très exemplaire à l'heure où justement on veut un petit peu réduire l'absentéisme dans la fonction publique ou dans le privé. Absolument. On va continuer, on va passer à vous, Jean-Claude. Peut-être un mot quand même sur ces images où je voudrais avoir une pensée pour les habitants de la région de Valence, des images absolument effrayantes de tempêtes, d'inondations, 51 morts. C'est quand même terrifiant et les images sont bouleversantes de voir ces gens élitreillés avec leurs animaux, avec leurs biens. Enfin, c'est inimaginable qu'aujourd'hui on puisse vivre des choses comme celle-là. D'autant que, vous voyez, on avait dit Valence et j'ai envie de dire Valencia, parce que c'est en Espagne. Et que c'est en Europe. Et pour moi, l'Europe, c'est aussi cela. C'est se dire comment fait-on pour que d'un bout à l'autre de l'Union européenne, eh bien que nos concitoyens, concitoyens européens soient traités, assistés de manière à peu près égalitaire. Je dis bien à peu près égalitaire parce qu'on n'est pas naïf, il y a toujours des divergences, mais c'est aussi cela l'Europe. C'est à la fois dans ces circonstances et puis c'est aussi dans les mécanismes de prévention que nous devons réfléchir. Parce que si l'Europe n'est pas concrète pour bon nombre de nos citoyens, eh bien, ils se disent effectivement, c'est Van der Leyen, ce sont les grandes puissances financières, ce sont les grandes fusions, les grandes acquisitions. Pour que nous puissions faire une Europe, parce que moi je suis européen, pour que nous puissions faire Europe, il faut qu'on puisse faire, on dirait société ensemble, et bien Europe ensemble. Et Europe ensemble, oui, vous avez raison, et je partage complètement la solidarité que nous pouvons manifester. Et si nous pouvons aider d'une quelque façon que ce soit, y compris par des aides financières si besoin, la Croix-Rouge, enfin je ne sais, je suis pas un spécialiste de sécurité. C'est assez, ces phénomènes météorologiques sont assez inquiétants. Je voyais aussi que le mont Fuji, c'est un auditeur qui m'envoie ça, le mont Fuji au Japon, pour la première fois depuis 130 ans, il n'a pas encore neigé sur le mont Fuji. Bon, c'est moins grave, j'ai envie de dire, enfin, même si ça dénote certainement de quelque chose de grave dans le dérèglement climatique, mais ces images de Valence, je ne sais pas si vous les avez vues, Régis, sont absolument terrifiantes. Bien sûr. Bien sûr. Alors, moi, j'ai une approche, j'ai fait beaucoup d'aménagement du territoire, beaucoup d'urbanisme. J'ai même enseigné la matière à l'Université de Bourgogne. On a un problème. Parler je vais dire, d'intervention, une fois que les catastrophes sont arrivées, bien sûr. C'est la sécurité civile qui doit être organisée avec le plus possible de solidarité. Mais je rappelle quand même que c'est en amont un problème d'aménagement du territoire. Oui, alors, il pleut plus qu'avant, c'est possible. Le mont Fuji, moi j'ai lu des textes. Moi, je fais attention aux détails. Sûr, il n'a pas encore neigé. Puis pour d'autres vont vous dire que je ne prendrai pas plus au sérieux que l'Antarctique ou l'Arctique, je ne sais plus lequel des deux, a augmenté sa surface de glace. Ok, bon, ça c'est une chose. Mais en revanche, notre responsabilité en ce qui concerne l'artificialisation des sols et tout ce qui a été le remembrement, elle est écrasante. Et en Espagne en particulier, il y a eu un boom immobilier considérable. On a détruit tous les systèmes qui permettaient d'éviter ces inondations. Moi, comme je viens de vous le dire, j'ai travaillé sur la question. Alors en France, il y avait
un système de taxes qui faisait que lorsque on artificialisait un sol, par exemple un parking, qu'on construisait des voies, il y avait des taxes au mètre carré, ainsi qui échappent au système classique d'absorption. Il fallait faire des études, c'est resté quasiment lettre morte. Quasiment lettre morte, malheureusement, parce que il y a toujours eu des inondations, il y a toujours eu des pluies importantes, mais qui prennent ces proportions-là. Ça, c'est quand même un phénomène plus récent. Oui, Théo. Oui, on est directement impacté. Et en fait, là où certains pourraient penser que le dérèglement climatique touche l'autre bout du monde et pas l'Europe, l'actualité montre le contraire. Et aussi, je voudrais penser, et on a tendance à les oublier un peu trop, les territoires d'outre-mer. Si la France est effectivement en première ligne face au dérèglement climatique, les territoires d'outre-mer, qui sont une partie à part entière de la France, le sont encore plus. Face à la montée des eaux, il faudra que demain, on soit vraiment à leur côté et on réponde présent. Et en fait, c'est toute une question de politique territoriale et effectivement d'aménagement du territoire. Parce que, en fait, si on réaménage pas nos villes, si on n'a pas l'ambition d'avoir une nouvelle politique de la ville, des territoires, du réaménagement, demain, on va juste laisser des villes comme Bordeaux, des îles françaises se noyer sous les eaux. Et je pense que rien n'est fatal. Enfin, la fatalité n'existe pas, même si c'est un problème vraiment très important et il faut qu'on y réponde. Et le politique est là aussi pour répondre aux grands enjeux. Alors, la France, ce sera une grande puissance si demain, elle sait répondre aux grands enjeux comme elle a répondu aux grands enjeux dans les siècles précédents. Je crois que Régis a complètement raison. Quand je disais prévention, je parlais aussi en termes d'urbanisme, juste mot. Nous savons très bien qu'en matière de prévention, il faut que les élus soient parfois courageux, parce que parfois on accepte, on a eu accepté des permis de construire sur des zones qui sont des zones sensibles, à risque, et après on en voit les conséquences. Donc ça veut dire que en termes de prévention, il faut que nous soyons plus réactifs. Et vous avez raison de dire que dans les régions d'outre-mer, qui sont des régions parfois sous les tropiques ou dans le Pacifique, oui, c'est ticket gagnant ou perdant en fonction de l'endroit où on se met, mais c'est vrai que c'est une réalité que vivent les gens pendant la saison dite tropicale. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio et on va parler évidemment des États-Unis. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons nos débats. Les États-Unis vont voter. J-7. Kamala Harris contre Donald Trump. Qui va l'emporter? Bien malin, qui peut le dire aujourd'hui. On assiste néanmoins quand même à une tendance plutôt vers l'élection de Donald Trump. Mais vous vouliez revenir avant qu'on en débatte, Jean-Claude, c'est votre coup de gueule sur la convention qui a eu lieu au Madison Square Garden il y a 2 jours. Oui, sur cette grande manifestation organisée par Donald Trump. Et à cette occasion, l'un des intervenants, chauffeur de salle, un humoriste, Tony Hinchcliffe, s'est distingué en comparant Porto Rico, l'île de Porto Rico, dont je rappelle que c'est un État associé aux États-Unis, et les Portoricains sont citoyens américains. Beaucoup résident à New York. Il a comparé Porto Rico à une île flottante d'ordures au milieu de l'océan. Alors non seulement vous aurez compris que ce propos est scandaleux, discriminant, tout ce qu'on peut, c'est quasiment ordurier, c'est odieux, c'est inhumain. Ce sont des êtres humains, ce sont des citoyens américains, mais un certain nombre de gens ont cru devoir indiquer que c'était un trait d'humour. Et je vais beaucoup plus loin. J.D. Vance, qui est le vice-candidat et qui pourrait devenir vice-président des États-Unis dans quelques jours, a indiqué qu'il était temps qu'on arrête de s'émouvoir de choses, de déclarations très marginales et sans grande importance. Alors, vous comprenez, moi je suis obligé de relever cela, parce que c'est vrai que lorsque vous dites qu'un humoriste ait fait cela et qu'il soit mis sur le banc, mais que le possible vice-président des États-Unis finalement ne trouve rien à redire, je trouve ça proprement scandaleux et dangereux. Je vais vous dire pourquoi c'est dangereux. Parce que, au-delà du propos lui-même, qui là encore est scandaleux, c'est bien là le ferment de toute la violence que nous connaissons. Parce qu'une fois que vous avez dit que telle communauté, telle population, telle région, que c'est un îlot d'ordures,
Eh bien derrière, à la fois, il ne faut pas oublier que la violence verbale, que les propos, les mots ont un sens et que la violence verbale, c'est une violence au même titre que la violence physique. Qu'un certain nombre de nos concitoyens ou d'êtres humains souffrent de cette violence. Et deuxièmement, c'est aussi celle-là qui conduit parfois à passer à l'acte. Passer à l'acte, c'est quoi? Ça peut être des comportements discriminatoires à l'égard de personnes handicapées, à l'égard de personnes dont la religion n'est pas la même que la vôtre. Et vous savez très bien, pour nous avoir invités, on a eu l'occasion de dénoncer les comportements antisémites ou homophobes ou islamophobes, etc. Tout est à dénoncer. Donc, c'est violent. Deuxièmement, certains passent de l'acte verbal à l'acte physique et après on va s'émouvoir, et je m'arrête là, on va s'émouvoir en disant comment est-ce qu'un gamin de 15 ans peut prendre un couteau pour agresser un autre? Eh bien non, c'est la continuité. Ou des armes aux États-Unis. Des armes évidemment, mais quand je dis le couteau, c'est parce que c'est le plus incompréhensible, inconcevable qui nous guette. Oui. Régis. Double standard, Jean-Claude. Double standard. Dites-moi. Alors, je ne suis pas spécialement trumpiste. J'ai le plus grand respect pour Jean-Claude, qui est un excellent juriste. Et je pense qu'on va parler de la façon dont fonctionnent les élections aux États-Unis, parce que c'est un sujet passionnant. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai entendu hier, y compris que ça ait passé plusieurs fois, quelqu'un qui a dit que ceux qui votaient Donald Trump étaient des ordures, garbage. Comment il s'appelle celui-là? Il n'est pas vice-président, Jean-Claude. Il est président en exercice. Il s'appelle Joe Biden. Et je me rappelle, et je ne suis pas en train de défendre Trump, mais je dis, au bout d'un moment, en France, on est tous à plat ventre devant Kamala Harris, hein, et on va chercher tous les points négatifs, et il faut les relever, je suis bien d'accord. Mais il ne faut pas oublier donc ce qu'a dit Biden, et puis ce qu'avait dit Hillary Clinton, les déplorables. Tous les gens qui ne votent pas pour moi, ce sont déplorables, c'était une expression qui rejetait tous ceux qui ne faisaient pas partie du même camp. Les choses se sont dégradées aux États-Unis, c'est un problème. C'est un vrai problème. Oui. Auparavant, il y avait un consensus, il pouvait y avoir des élections qui se passaient un peu rock'n'roll. Rappelez-vous l'élection de George W. Bush, après toutes les fraudes massives de son frère en 2000 en Floride, dans l'État qu'il dirigeait. Hein, à la fin, c'est la Cour suprême des États-Unis qui a dit non, bah écoutez, ce sera pas Gore, ce sera Bush. Tout le monde a été d'accord avec ça, parce qu'ils ont. Mais sauf que ce consensus n'existe plus. Alors moi, effectivement, je veux bien qu'on stigmatise les gens qui ont fait, ou celui qui a sorti cette phrase inacceptable, on est bien d'accord, hein, mais qu'on n'oublie pas Joe Biden quand il traite ceux qui votent, c'est-à-dire 100 millions de personnes, ceux qui votent Trump comme des ordures. Il l'a fait, je l'ai bien entendu ce matin, j'ai réécouté plusieurs fois, c'est imparable. Et il y a eu les accusations aussi de comparer Trump à Hitler. On va peut-être, vous allez répondre, écouter la table, Théo. Non, mais de part et d'autre, il y a une forme de radicalité qui est désolante et qui est même, j'irais jusqu'à dire pitoyable. Les États-Unis, c'est dans l'imaginaire le leader de l'Occident, et que la démocratie américaine soit à ce point ridicule, c'est très inquiétant. Je veux dire, derrière les États-Unis, il y a tous leurs alliés, et aujourd'hui, on doit s'inquiéter que l'un de nos principaux alliés, les États-Unis, s'infligent un spectacle pareil. La radicalité de Kamala Harris de faire une campagne communautaire sur le principe de la couleur de peau, même si le fonctionnement des États-Unis est différent que le fonctionnement français, c'est quand même dégueulasse. Insulter les électeurs de Donald Trump, c'est dégueulasse, mais en même temps, Donald Trump, quand il insulte un territoire américain, ok, à statut particulier, mais un territoire américain avec des citoyens américains, c'est aussi dégueulasse. En fait, de part et d'autre, la démocratie américaine s'est radicalisée, et je suis juste inquiet de voir si à l'avenir, la France et l'Europe, plutôt dans sa globalité, va suivre l'exemple américain. On a eu tendance dans l'histoire à s'américaniser toujours un peu plus. J'espère juste que institutionnellement, on va pas suivre l'exemple des États-Unis, qu'on va conserver une exception française, même si en France, quand même, dans certains côtés de l'hémicycle, on a l'impression de suivre cet exemple-là. Oui, trumpisation de la vie politique française. Joseph. Après la boucherie verbale, moi ce qui m'inquiète, c'est ce qui va se passer au moment des résultats. Parce qu'effectivement, quelle que soit la personne qui devient président ou présidente des États-Unis, il est fort à craindre qu'on aura d'énormes troubles. Et je peux vous dire qu'au niveau des industriels et des entreprises, la seule question qui se pose aujourd'hui, c'est quand est-ce que ça va se terminer et qu'on va passer à autre chose. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment
un gel au niveau du climat des affaires. C'est cette histoire d'élection américaine, ça bloque certains investissements. Il y en a beaucoup qui sont dans l'attentisme pour savoir ce qui va se passer, pas sans prendre forcément, on va dire, parti pour l'un ou pour l'une ou pour l'autre. Mais en l'occurrence aujourd'hui, l'incertitude est très dommageable. Donc on a vraiment hâte que ça se termine et qu'on passe vraiment à autre chose, avec une vraie politique internationale et une vision. Alors Jean-Claude. En 30 secondes. Oui. Tout d'abord, mais parce que c'est vrai que de part et d'autre, la phrase était ignoble, mais d'autres le sont tout autant dans le camp de Kamala Harris. J'y viens. Tout d'abord, de ma part, il n'y a jamais de double standard, parce qu'effectivement, quel que soit l'auteur de propos de cette nature, vous m'avez toujours entendu sur ce plateau dénoncer les auteurs de propos de ce type. Ça, c'est la première chose. Donc, de ma part. Après, je pense qu'effectivement, toute la difficulté que vous avez sur ce sujet, c'est qu'on est passé d'une polarisation de la société américaine qui n'a pas commencé aujourd'hui à une radicalisation de la société américaine. Et justement, Régis, moi je suis de ceux qui pensent qu'à un moment donné, quand il y a dissension, quand il y a conflit, et vous êtes un avocat comme moi, il y a un moment donné, si on veut essayer de rétablir le lien, on dépose les armes et on ne renchérit pas. Voyez, là-dessus, moi, je n'aurais jamais comparé le président Trump à Hitler. Je ne l'aurais pas fait. Je condamne effectivement ce propos parce que ça a un sens. Hitler, Trump, je n'ai rien à voir avec Trump, mais ça n'est pas Hitler. Donc effectivement, je ne partage pas ce qui est pour moi un excès, voire une outrance. Et je dirais même pire, c'est qu'on peut avoir dans une démocratie, il est normal que des gens ne soient pas d'accord. C'est même très sain qu'il y ait des désaccords, qu'il y ait des opinions différentes. Et ça, je partage complètement. Mais lorsqu'on est un responsable public, et là, je parle de J.D. Vance, et j'ai bien dit que l'humoriste dise on condamne, c'est une chose, mais j'ai presque envie de dire, si moi j'avais été candidat à vice-présidence, j'aurais attaqué mes adversaires sur le contenu de leur programme, et non pas en disant que finalement on peut comprendre, parce que c'est un peu ça que je déplore, que J.D. Vance dise c'est pas bien grave. Non, c'est grave. Après, ça ne vous empêche pas de contre-attaquer ce que disent les autres en face. Mais non, je dis que ça n'est pas acceptable. On doit marquer une pause et on se retrouve, publicitaire, absolument, et on se retrouve dans un instant. On pourra continuer à parler des États-Unis et de cette campagne quand même assez hors norme. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons de débattre et de commenter l'actualité. On peut continuer à parler des États-Unis sur cette campagne hors norme financièrement. Déjà, quand on voit Kamala Harris qui s'est offert la publicité sur la sphère de Las Vegas, en plein cœur de Las Vegas, qui est, je crois, le plus grand dôme du monde, où on a pu voir son visage, on a pu voir c'est une sphère sur laquelle défilent des informations un peu comme on voit à Times Square, qui a dû coûter une fortune. Il y a toujours eu beaucoup d'argent dans les campagnes américaines, mais Kamala Harris avait des moyens absolument démesurés. Oui, là on est sur des sommes qui dépassent l'entendement, parce que pour chaque candidat dépassera le milliard de dollars. Le risque, si vous voulez, ici, c'est que, et là c'est vraiment un sujet qui est important, c'est que finalement, on voit bien que pour pouvoir exister en politique américaine, il faut vraiment avoir beaucoup d'argent. Donc le risque, c'est que vous ayez des gens qui vous financent et que vous dépendiez de vos grands donateurs. Alors le sujet n'est pas nouveau, sauf, et on le disait hors antenne, c'est que la différence aujourd'hui, c'est que ceux qui financent sont aussi ceux qui sont à la tête, évidemment, d'empires industriels avec parfois des contrats d'État, donc qui ont des intérêts dans le fonctionnement du pays, et sont ceux aussi qui ont parfois une influence médiatique, donc qui peuvent peser sur l'opinion publique américaine, que ce soit chez les démocrates, que ce soit chez les républicains. Alors, il y en a un peu plus
il y a ceux qui sont plus actifs chez les Républicains. Je pense à Elon Musk, je pense au patron du Washington Post, ou je pense encore au patron du Los Angeles Times. Oui, c'est un risque, c'est-à-dire que la concentration des pouvoirs fait penser à une forme d'oligarchie qui pourrait s'imposer de facto dans la plus vieille démocratie du monde que sont les États-Unis. Donc pour moi, c'est ça, à très court terme, qui serait le danger, en sachant, et je m'arrête ici, en sachant qu'en même temps, les États-Unis, c'est 40 millions de pauvres, il peut y avoir une violence sociale. Vous savez, quand vous n'avez pas payé votre loyer, 5 jours après, vous recevez un bordereau d'expulsion, et sous 2 mois, vous êtes effectivement expulsé. Donc il y a une violence, en sachant ici qu'un propriétaire peut augmenter le loyer au-delà de ce qui se fait traditionnellement chez nous. Donc vous voyez, il y a cette violence. Donc si vous n'avez pas des politiques qui sont vraiment libres, d'essayer de mettre en place des politiques publiques qui satisfassent l'intérêt général, vous voyez très bien, vous imaginez ce que ça peut donner. Oui, Théo. Ouais, alors attendez, Théo va intervenir et puis je vous donne la parole après. Ouais, c'est très malsain parce que la démocratie, c'est censé être beaucoup plus noble que ça. Là, en fait, c'est la guerre de celui qui a le plus d'argent, va avoir le plus de soutien, les meetings les plus impressionnants. Et je pense qu'honnêtement, c'est très inquiétant, c'est pas du tout anecdotique. En fait, on va aller vers une progression constante d'élection en élection sur le montant de l'argent, sur le montant des campagnes. Et en fait, si demain, c'est l'argent qui règle la démocratie, qui arbitre la démocratie entre les candidats, la démocratie va mourir. Et je pense qu'on devrait tous s'en inquiéter. Et en fait, c'est ce que les États-Unis ont de pire à offrir, alors que Dieu sait que les États-Unis ont beaucoup de belles choses à offrir, notamment le fait que c'est l'une des plus anciennes démocraties du monde. À un moment donné, il faut faire attention. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais l'Europe doit faire attention à pas tomber dans le piège américain. Pour l'instant, au niveau des financements de campagne, on est bien loin des équivalents américains. Quand même, on peut en être rassuré. Mais il faut vraiment pas tomber dans le piège. Et la démocratie est vraiment menacée. Et l'argent ne doit pas diriger la démocratie. Elle ne peut pas contribuer à élire un candidat ou un président de la République. Sinon, la démocratie peut mourir. Oui, enfin, c'est pas nouveau. Alors, Régis. Oui, alors donc oui, c'est absolument pas nouveau. Le rôle de l'argent dans l'élection américaine n'est pas nouveau. Cela étant, moi, là, on est en train de critiquer vertement les États-Unis. Alors déjà, moi, je n'aime pas la mentalité de coloniser qu'on connaît en France, vous avez raison. Vis-à-vis des États-Unis, mais je n'aime pas non plus trop quand on donne des leçons. Parce que là, alors, le système américain, il est très différent du nôtre. N'est-ce pas, Jean-Claude? Le système électoral, le président de la République n'est pas élu par le peuple américain. Il est choisi par les États avec des scrutins internes. Il y a des particularités sur le mode de scrutin, sur le système des grands électeurs, etc. D'ailleurs, c'est bien. Pour les États-Unis, c'est un État fédéral. Donc, il y a une distance entre le fédéral et les États. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette complexité, mais je veux dire, qui sommes-nous pour donner des leçons là? Récemment, il me semble qu'il y a eu une élection très importante en France qui s'appelait les élections législatives, où on nous a dit, parce qu'ils avaient eu 34% des voix au premier tour, 11 millions d'électeurs, essentiellement des couches populaires, on nous a dit, mais vous vous rendez compte, ce sont des nazis qui mangent les petits-enfants. C'est absolument épouvantable. Hein. Il faut leur barrer la route. Alors on a fait Castor. On les a empêchés d'arriver au pouvoir éventuellement, ce qu'ils auraient pu obtenir du fait de leur score du premier tour. Ensuite, ils sont arrivés à l'Assemblée nationale et en violant toutes les règles d'organisation de l'Assemblée nationale, on les a empêchés d'accéder aux postes internes, aux postes de vice-président, aux postes de questeur, aux postes de président de commission, parce qu'ils mangeaient les petits-enfants. C'était tous des nazis, n'est-ce pas? Bon. Et alors ça, enfin, écoutez, c'était une violation grossière de la démocratie et des règles qui veut que ces postes soient attribués à la proportionnelle. J'ajoute une dernière chose de comparaison avec les États-Unis. Il y a une commission d'enquête parlementaire qui a été décidée pour auditionner un certain nombre de responsables publics pour des dissimulations concernant la catastrophe financière de l'État français. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ouvre le Figaro, de temps en temps ça m'arrive, et je vois que M. Macron, M. Collère, secrétaire général de l'Élysée, et M. Bruno Le Maire, ancien ministre de l'économie, se sont rencontrés discrètement
pour décider ce qu'ils allaient dire devant la commission, non pas Macron parce qu'il ne peut pas y être convoqué, ce qu'ils allaient dire devant la commission parlementaire où ils doivent prêter serment et dire toute la vérité. C'est-à-dire qu'ils ont fait de la subornation de témoins, ils ont fait une réunion de type mafieux pour dire on va se mettre d'accord sur ce qu'on va dire. Vous devez dire la vérité, monsieur. On serait aux États-Unis, mon cher Jean-Claude. Le maire et si un événement de cette nature avant une commission parlementaire américaine, si monsieur le maire et monsieur Collère seraient en prison. Tout simplement. Donc, oui, moi, non, mais c'est... Ah non, 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 non. Oui, mais non. C'est effarant. Moi, je suis juriste et je suis avocat. Je sais ce que c'est que la subornation de témoins. Je vous signale que l'ordonnance... On dévie de notre sujet. Attendez, non, mais j'entends... Je termine, Valérie. L'ordonnance du 13 novembre 1958 qui organise le fonctionnement de l'Assemblée nationale après l'adoption de la Constitution du 4 octobre 58 dit que les gens qui déposent devant une commission parlementaire sont susceptibles, s'ils violent, s'ils mentent, alors qu'ils ont prêté serment, de commettre le délit de faux témoignage et celui de subornation de témoins. Monsieur Macron, qui convoque 2 de ses collaborateurs pour leur dire ce qu'ils doivent dire devant la commission parlementaire, c'est hallucinant. Je suis désolé. Oui, c'est invraisemblable. On peut effectivement disserter longtemps sur ce qui se passe en France et aux États-Unis. Il y a aussi une chose, moi, qui me surprend. Vu de la France, c'est un peu la caricature qu'on fait des électeurs de Trump. C'était quelqu'un qui racontait ça, qui est aux États-Unis et qui dit ce qui m'embête dans le traitement médiatique en France, c'est qu'on nous montre systématiquement des débiles profonds, pick-up, gun et accent du Sud profond, sans parler des classes moyennes éduquées qui votent Trump. C'est un peu comme si en France on montrait 2 alcooliques qui ne contractent pas ou n'importe. Voilà. Absolument. Et il faut dire que s'il gagne, c'est qu'il a aussi des électeurs qui ne sont pas des débiles profond armé. J'y viens et je vais répondre tout de suite à votre question. Une précision malgré tout, Régis. Valérie m'a demandé de parler des États-Unis et vous avez bien vu, je ne donne pas de leçons. Je ne donne pas de leçons. Je dis voilà ce qui pour moi est le risque en ayant précisé qu'il y a toujours eu du financement, mais le risque c'est de la concentration dans un petit groupe, la concentration des pouvoirs, voilà. Et ça vaut à droite comme à gauche américaine. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, quand on compare au système français, vous savez, moi je suis de ceux qui est toujours dit sur cette antenne et ailleurs que non, il n'y avait pas de raison de traiter le Rassemblement national différemment, puisque c'est ce dont vous parlez, alors même que je suis très éloigné, mais vraiment très éloigné, et vous le savez, des idées du Rassemblement national, mais il fallait arrêter cette hypocrisie, où on considère que c'est une organisation illégale et on a les moyens juridiques d'empêcher son expression, ou c'est une organisation légale et il n'y a pas de raison de la traiter différemment. Alors je reviens à la question de Valérie. Sur la façon dont on voit les choses. Oui, tout d'abord, la personne qui a fait cette remarque a complètement raison, parce que mathématiquement, s'il emporte un certain nombre de suffrages, il n'y a pas aux États-Unis 50%, X millions. Alors le corps électoral est d'environ 290 millions, j'ai plus le chiffre en tête. Il n'y a pas 145 millions de débiles profonds. Il faut arrêter cela. Alors c'est vrai que dans son électorat, il a une proportion de ce qu'on appelle les non-college graduates qui est plus importante chez lui que chez les démocrates, des gens qui sont moins diplômés. Cela étant, tout d'abord, il est financé par beaucoup d'organisations, il est soutenu par des organisations, ce ne sont pas des débiles profonds. On ne peut ne pas être d'accord avec ses soutiens. Moi, il m'est arrivé de rencontrer, de passer du temps avec des Trumpistes qui sont... d'échanger avec eux. Quand je dis passer du temps, c'est vraiment échanger avec eux, avec des Trumpistes qui avaient fait des études supérieures, qui étaient passionnés par l'Europe, qui voyageaient, donc des gens entre guillemets très ouverts, mais les États-Unis, oui, ont un souci. Par exemple, une des préoccupations, c'est pour certains la désindustrialisation. Et c'est une préoccupation pour l'électeur, monsieur tout le monde, mais c'est aussi une préoccupation pour un certain nombre de cadres dirigeants. Il y a des gens qui vous disent au Texas, moi il m'est arrivé d'avoir des gens qui ont été démocrates, qui me disent, ben oui, c'est nous qui devons surveiller les frontières et il faut gérer le sujet. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais ils m'expliquent et moi j'entends au sens où j'écoute ce qu'ils me disent. Oui.
Joseph, ce que vous avez indiqué concernant justement les électeurs, on entend un petit peu la même chose concernant les électeurs du Rassemblement national. On a vu Mélenchon aussi, parfois aussi, avec ce mépris de classe pour les personnes qui sont un peu à la campagne. Mais vu de France, là, il y a quand même l'histoire, par exemple, du Washington Post. Vous avez quand même un journal qui choisit de ne pas choisir. J'ai envie de dire, moi je vois ça, je me dis, bravo. Au contraire, une neutralité de la presse, c'est très bien. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez plus de 200 000 personnes qui se désabonnent et les gens disent que Jeff Bezos doit prendre position. Donc ça, effectivement, c'est une grande différence à mon sens par rapport à ce que nous en France on voit, parce qu'effectivement cette neutralité de la presse, je pense qu'il faut la saluer. Oui, Cléo. Ouais, Jean-Claude, là-dessus. Il y a une tradition aux États-Unis. Là, je suis l'avocat des États-Unis. Dieu sait si je les critique tous les jours. Mais l'hégémon. Mais c'est une tradition aux États-Unis d'annoncer son appartenance de parti sur les listes électorales. Comment ont lieu les primaires, etc. On dit, moi je suis démocrate, moi je suis républicain. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc le reproche qui est fait à Bezos, et il a tout un argumentaire très intéressant, il faut lire son article. Le reproche qu'on fait à Bezos, c'est à la limite de casser une tradition. Alors, pour pouvoir compléter ce que vous venez de dire et ce qu'a dit Joseph tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est pas simplement le fait qu'il n'ait pas pris position, c'est le fait qu'il ait expliqué ou sous-entendu qu'il ne prenait pas position pour pouvoir sauvegarder les intérêts économiques du journal. Ouais. C'est cela qui pose problème. C'est ça qui lui reproche. Et le fait qu'il privilégie les intérêts économiques du journal, et on peut imaginer que demain, quelle que soit la personnalité ou responsabilité, parce que attention, Kamala Harris n'est pas encore battue, le scrutin est serré pour les deux. On peut imaginer que des journalistes disent dans leur ligne éditoriale, et je parle sous le contrôle de Valérie, nous voulons pouvoir conduire notre journal de manière à peu près indépendante. C'est pour ça que je dis à peu près indépendante, et ne pas se dire que le journal fonctionne, un journal ou une radio fonctionne en fonction de ses seuls, je dis bien, seuls intérêts économiques. C'est un peu la nuance qui était apportée. Allez, on va marquer une petite page de pub et on se retrouve dans un instant. On va parler d'Emmanuel Macron au plus bas dans les sondages. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la France, de la situation en France et en particulier de ce sondage publié dans le Figaro Magazine. La cote du président de la République est au plus bas, 17%. Même au moment de la crise des Gilets jaunes, il n'avait pas atteint ce chiffre-là. Enfin, il n'était pas tombé aussi bas. On va en parler avec vous et puis on pourra dire quelques mots également de Gabriel Attal et d'Elisabeth Borne, donc qui se disputaient pour prendre la tête de Renaissance. Est-ce que ce parti peut encore exister? Alors Théo, parlons de ce chiffre. Qui est très très bas. Très bas, oui. Qui est très bas et en fait ça illustre un peu un ennui des Français envers Emmanuel Macron. Et la réalité, je pense que c'est la conséquence directe du macronisme en tant que tel, c'est-à-dire l'absence de conviction propre, de ligne directrice. Et au final, on ne sait pas ce que pense Emmanuel Macron. Et les Français sont ennuyés par ça. Ils ne savent pas le placer à gauche, à droite. Personne ne peut dire quelles sont ses convictions profondes, si ce n'est sur l'Europe. Et en fait, c'est la fin du macronisme. C'est la fin d'un petit règne. Et je pense qu'on va arriver tout de suite à autre chose. Le retour du clivage gauche-droite qui va revitaliser la démocratie. On en a vraiment besoin. On le voit notamment avec le gouvernement Barnier et les débats déjà autour notamment de la position de Bruno Retailleau qui revitalise ce climat gauche-droite, notamment sur les questions de sécurité et d'immigration. Donc voilà, c'est la fin du macronisme. Je m'avance un tout petit peu en disant que le macronisme ne va pas survivre à la fin d'Emmanuel Macron parce que la démocratie c'est fait de clivage, d'opposition. Ça peut pas être en même temps permanent. Les débats c'est important, ils ont lieu à l'Assemblée nationale et un exécutif est là pour imposer sa vision et pas faire en même temps un brouillon permanent d'idéologie, un coup à gauche, un coup à droite. Oui, puis en même temps. C'est ça, en même temps. Oui, Joseph, ce chiffre de 17%, ça pose aussi la question, s'il y a une motion de censure, une motion du gouvernement, du maintien du président de la République pendant encore au moins 2 ans.
Le maintien dépend de lui. De toute façon, tant qu'il n'y a pas une destitution en bonne et due forme, il peut rester jusqu'à la fin de son mandat. Mais surtout, c'est que je pense que les Français ont compris qu'on n'est pas en cohabitation. C'est-à-dire que quand on regardait la période Chirac, à l'époque où il y avait eu la cohabitation avec Jospin, la cote de popularité de Chirac était remontée, parce que justement, il était plutôt en arrière, il était moins impliqué dans les affaires, on va dire, courantes. Mais aujourd'hui, je pense, même s'il y a quand même des ministres de grande qualité, vous avez cité Théo, M. Retailleau, mais il y a quand même pas mal de têtes quand même déjà connues, des Agnès Pannier-Runacher et d'autres, qui sont encore là, et on sent, en fin de compte, je pense que les Français ont un peu l'impression, en fin de compte, d'avoir toujours un gouvernement quand même macroniste en place, et que c'est toujours Emmanuel Macron qui continue d'agir, et qu'il est un petit peu aussi derrière un peu la politique qui se mène actuellement. Oui, Régis. C'est une drôle de situation institutionnelle, donc le juriste commence par là, c'est-à-dire qu'on a la logique des institutions voulue par Charles de Gaulle, c'est je suis responsable devant le peuple, mais si je suis désavoué, je m'en vais. Donc il y a le référendum, bien sûr, et puis le désaveu peut prendre aussi la forme des législatives. On ne sait pas si de Gaulle aurait accepté une cohabitation, j'ai tendance à penser que non. Bon. Ses successeurs les ont acceptés, mais est venu se rajouter quelque chose de bizarre, c'est-à-dire la limitation à 2 mandats. Ce qui fait que Emmanuel Macron n'est pas renouvelable. Ça, c'est ce qu'a voulu Sarkozy pour faire ça à l'américaine, comme d'habitude. Et aujourd'hui, sa situation institutionnelle est très très fragile, et c'est normal. J'aime bien ce terme de désaveu, enfin pas désaveu, mais on s'en désintéresse, quoi. Il y a un côté un peu triste, alors qu'il était extrêmement clivant. Là aujourd'hui, c'est pas de la haine. Voilà, c'est un homme politique qui a suscité beaucoup de haine. Là, c'est véritablement, c'est une forme de critique permanente. Donc la vraie solution pour essayer de clarifier les choses, ce serait qu'il s'en aille de lui-même. Ouais. Je crois qu'il l'avait dit d'ailleurs avant la dissolution. Si on est désavoué, il faut partir. Il partira pas. Il ne fait aucune illusion là-dessus, et il ne se trouvera pas de consensus à l'Assemblée nationale, au Parlement, puisque ce serait le Parlement dans son ensemble, pour le destituer. C'est une drôle de situation. Je pense que la prochaine étape, c'est motion de censure ou pas. Il a réussi à bricoler un gouvernement. Un parti qui a fait 6% des voix a le Premier ministre. Bon, c'est comme ça. Ce Premier ministre a une majorité. Je rappelle que sous la Ve République, ça n'est pas la confiance qui détermine la survie du Premier ministre, du gouvernement, c'est l'absence de défiance. Il y a eu une première motion de censure, elle a été rejetée. Donc, Michel Barnier a une majorité. Jusqu'à quand? Je pense que s'il était renversé, le problème deviendrait vraiment totalement insoluble et ne pourrait voir, un changement que par le départ de Macron. Oui. Alors, comment expliquer Jean-Claude Beaujean, la cote de popularité qui soit aussi basse? Moi, je pense que justement, on est dans une situation inédite jusqu'à présent, puisque ça n'est pas une cohabitation. En même temps, on voit bien que ça n'est pas seulement un gouvernement qui est issu d'une majorité présidentielle claire. Donc, on est dans quelque chose de très différent. Ça, c'est la première explication. Et donc, il y a du tâtonnement. Mais au-delà du tâtonnement, ce qu'il nous faut bien prendre en considération, et vous voyez, vous posiez la question tout à l'heure de savoir est-ce qu'on avait une américanisation de la vie politique en France, ou en tout cas pour nos concitoyens. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant que nous discutons politique, les problèmes fondamentaux de nos concitoyens ne sont pas résolus. Non. Ils ne sont pas résolus. Vous savez, c'est le chômage, l'emploi, les petites entreprises qui ont des difficultés, la santé, c'est la fin du mois avant la fin du monde, pour employer une expression convenue maintenant. Je veux dire, tous ces sujets sont des sujets de réflexion, là où avant, le fait d'avoir une éducation secondaire, voire un début d'éducation supérieure, vous assurait une vie professionnelle stable. Et bien maintenant, ça n'est pas suffisant, en tout cas, c'est pas une garantie. Donc, si vous voulez, il faut qu'on comprenne bien qu'une grande majorité de nos concitoyens souffrent. Alors, on n'est pas en train de dire que c'est en permanence au feu, mais tant que le pouvoir politique, en tout cas les gouvernants, n'arriveront pas avec un certain nombre d'embryons de solutions, eh bien nous aurons des cotes de popularité qui seront à ce niveau
Alors au début, il y a toujours de l'enthousiasme, et ça c'est normal. Et puis assez rapidement, ça s'affaisse parce qu'en plus, le temps politique est devenu plus court, tout d'abord, et l'impatience de nos concitoyens à voir des résultats tout de suite est devenue c'est exacerbé. Il y a une exaspération que l'on peut sentir lorsqu'on parcourt le pays. Oui, Théo ? Oui, j'aimerais ajouter un concept que j'ai bien aimé, qui a été remis au goût du jour par Bruno Retailleau, notamment, qui était un concept du général de Gaulle, c'est celui de la majorité nationale. Et c'est vrai qu'en ces temps un peu troublés, où il n'y a pas, même si vous dites qu'il y a une majorité, la réalité, elle est que la majorité, du coup, il faut aller la chercher à chaque texte, sur chaque moment. Je pense qu'il faut se concentrer sur le concept de majorité nationale. Il y a une majorité de Français qui, par exemple, ont envie de plus d'ordre dans la rue, qui veulent résoudre le problème du déficit public, de la dette, et qui en même temps ont envie d'avoir un retour des services publics dans tous les territoires, en outre-mer, en ruralité, et aussi bien dans les zones urbaines. Donc en fait, il faut se concentrer sur ça. La majorité nationale, c'est ce qui compte le plus. Je pense que le gouvernement doit s'y atteler, et va s'y atteler, en tout cas dans ce que j'entends notamment de la part de Bruno Retailleau. Je défends ma paroisse. En même temps, je pense que les 3/4 de Français sont d'accord avec ce qu'il dit, avec ce que je dis, parce que notamment on voit dans les enquêtes d'opinion, le gouvernement va s'y atteler. Et là, du coup, je ferai peut-être une différence entre Emmanuel Macron et le gouvernement. C'est vrai que c'est pas un gouvernement de cohabitation pure et dure comme on l'a vu, mais c'est pas non plus un gouvernement macroniste. On le voit notamment sur les positions sécuritaires et d'immigration. Joseph ? On sait effectivement pas trop ce qu'est ce gouvernement au final, quoi. Ça veut dire qu'il y a des opposants, des amis, mais de toute façon, si même Macron décidait de démissionner demain, ça ne changera strictement rien au fait qu'on ne pourra pas dissoudre avant le fameux délai de 1 an. Donc ça rajoutera encore des problèmes aux problèmes. La confusion. Il faut signaler qu'il y a quand même pas mal de petites entreprises aujourd'hui qui ferment, énormément de sites. On a parlé de l'Iprane dans les médias. L'industrie automobile, c'est une hécatombe. C'est une hécatombe dans l'automobile. Et ça, on n'en parle pas. Il y a beaucoup d'usines qui ferment en ce moment, de sites, et très peu, et des employés qui sont mis au chômage. Quand vous avez Stellantis, Carlos Tavares, qui prévoit que 80% de la production d'automobiles, il devra les faire dans des pays à bas coût. Donc automatiquement, ce sera dans l'est de l'UE éventuellement, ou en Asie. Donc là, l'arrivée de la voiture électrique, on a donné les clés de la maison aux Asiatiques. Voilà. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain. Merci. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons